Excusez-nous ce petit retard et merci de nous rejoindre pour ce 5e webinaire proposé dans le cadre du projet de coopération franco-andorran-espagnol POCTEFA-ADAPIR. Je suis Jessica Lucas, chargée de communication pour le Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Et pour rappel, comme lors des précédents rendez-vous, dont vous pouvez d'ailleurs revoir les rediffusions sur la chaîne YouTube de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, j'invite Eva Garcia à prendre la parole en tant que responsable de la coordination de cet Observatoire pyrénéen du changement climatique désigné OPCC. Eva, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour a tout le monde. Buenos días a todos. Encantados de recibiros otra vez aquí en el webinario del Pirineo. Jessica, vous avez partagé votre présentation. J'aurais besoin peut-être d'une petite présentation. Alors, si vous libérez, s'il vous plaît, la pantalla. Os decía que, bueno, que estábamos encantados de este nuevo encuentro pirenaico, esta vez para hablar sobre la flora y sobre los ecosistemas, un tema también fundamental para la vida de nuestro macizo pirenaico. Y hoy nos presentará Gerard Larger como jefe de fila de toda esta red de científicos que han estado trabajando en estos temas, los principales resultados. Una pequeña nota es que hemos tenido algún problema de traducción para arrancar y desde un mismo canal, el español-francés. Du coup, vous pourrez avoir accès aux deux traductions vers le français et vers l'espagnol sur le même canal du français jusqu'à ce qu'on puisse... El problema con la otra traductora que bueno, pues... qui a des problèmes techniques. Voilà, ce sont des choses qui arrivent habituellement. Lors de ces webinaires, il y a toujours une petite surprise. Moi, je ne vais pas faire plus long. Sûrement, plusieurs d'entre vous nous connaissent, mais je vous rappelle tout de même. El Observatorio de Cambio Climático, estamos ahora en una cuarta edición de proyecto Interreg POCTEFA, perdón, en una tercera edición del proyecto Interreg POCTEFA llamada ADAPIR, y en este ADAPIR continuamos nuestras funciones fundamentales de coordinar a través de la CTP, que es el organismo base de nuestra cooperación, desde 7 territorios diferentes, que incluye el estado de Andorra y las regiones a ambos lados del macizo pirenaico, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, y por el lado sur a Aragón, Cataluña, Navarra y el gobierno vasco. Hola Eva, disculpe, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Eva me escucha? ¿Sí? ¿Me puede poner como traductora? ¿O Juan me puede poner como traductora? Bueno, gracias. Parece que ya están solucionándose los problemas, así que muchas gracias por el esfuerzo y espero que no tengamos más interrupciones a todo el público que hoy se ha inscrito, numeroso que se ha inscrito a esta webinar. Como os decía, ya conocéis el macizo, nuestros 7 territorios sobre los cuales estamos trabajando y cómo ADAPIR viene a dar un nuevo impulso a este trabajo de coordinación y de cooperación en distintas temáticas que tienen que ver con el cambio climático y sobre todo poniendo en contacto diferentes redes en mettant en contact différents réseaux de scientifiques y de agentes en el territorio que están trabajando qui travaillent en faveur de la lutte contre le changement climatique. Actuellement, ce projet est... Todas las organizaciones que están de ambos lados del macizo y deciros que tenemos un histórico ya, insistir en este histórico que es nuestra base del conocimiento actual, sobre la que nos apoyamos y nos queremos impulsar, con 5 proyectos asociados o satélite, les solemos decir. Unos ya han sido explicados, desde el 1 de octubre empezamos cada jueves a explicaros cada temática y hoy ya llegamos al último, a Florapir, independientemente que os emplazamos aún a seguirnos un jueves más, el jueves que viene, el día 12, donde ya entraremos en cómo estamos trabajando en ADAPIR y los primeros avances que tenemos ya de este nuevo proyecto. Recordaros, como os digo, hoy 5 de noviembre con Florapir
y el próximo jueves ya terminaríamos esta serie de webinarios de información y de difusión del conocimiento hablando más en interno, explicando más cómo vamos a organizarnos y cuáles son los avances del proyecto ADAPIR. Sin más, agradecer sobre todo a la gente que ha estado siguiéndonos en todas las temáticas, en estas temáticas que al final nos permiten sacar conclusiones globales, y recordar en un último punto que una de las principales tareas que tenemos también en ADAPIR es ir definiendo una nueva estrategia del ámbito pirenaico para el cambio climático, y en eso también necesitamos tanto a nuestros socios, tanto evidentemente a nuestros territorios, como a los agentes y a todas las entidades que estén dispuestas a colaborar y a participar en nuestros foros. Así que toda sugerencia, toda aportación es bienvenida. Entre todos podremos hacer realmente esta lucha contra el cambio climático en el macizo pirenaico, que es una de las zonas más vulnerables del planeta, las zonas de montaña, una realidad. Así que les dejo con nuestros colegas de Florapir y todo el ecosistema pirenaico. Merci Eva pour ces quelques rappels. Alors allons-y. Pour commencer, alors, petit rappel préalablement, je vous invite à partager vos réactions, vos questions via le chat en ligne. Nous essaierons de relayer un maximum de vos questions au fil de la présentation ou bien en conclusion des différentes interventions. On en vient au sujet du jour, le projet Florapir qui s'intéresse aux impacts des changements climatiques sur la flore du massif des Pyrénées. Pour commencer, je vais accueillir Gérard Largier, directeur du Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, qui va nous introduire ce projet et ses nombreuses facettes qui seront détaillées par la suite par différents interlocuteurs. Bonjour Gérard. Bonjour, bonjour à tous. Je vais partager l'écran pour vous. N'hésitez pas à me dire de changer de diapositive. Et première question, en guise d'introduction, peut-on rappeler quelques éléments de contexte sur ce projet Florapir? Oui, alors ce projet Florapir, c'est un projet en fait qui prend sa source dans les premiers travaux sur la flore qui ont été menés dans le cadre d'un premier projet de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique de 2011 à 2014. À travers ce programme, on avait créé un premier atlas de la flore des Pyrénées, on y reviendra, et mis en place un premier dispositif de suivi sur les combats neige d'altitude. Donc ce programme Florapir, il avait comme objectif de maintenir et développer les bases de connaissances sur la flore des Pyrénées et les indicateurs de suivi en lien avec le changement climatique, et il s'est déroulé de 2016 à 2019. Diapo. Jessica, diapo suivante. Oui. Nous y sommes. Alors, les objectifs opérationnels et les actions s'étaient regroupés en trois thèmes, en fait. Le premier point, on est une diapo trop loin. Le premier point, c'était compléter, synthétiser, faciliter l'accès aux connaissances sur l'état de la flore et des végétations des Pyrénées pour pouvoir les mettre en œuvre, les mettre en lien, en fait, avec celles sur l'évolution du climat. Donc ça a donné lieu à deux produits, l'Atlas de la flore des Pyrénées et un catalogue des végétations d'altitude des Pyrénées. Le deuxième objectif, c'était de pouvoir définir les principaux problèmes de conservation de la diversité végétale et de pouvoir sélectionner les espèces et les communautés prioritaires pour la conservation et ainsi orienter les politiques de préservation communes pour l'ensemble du territoire des Pyrénées. Donc ça, c'est un objectif qui a donné lieu à l'établissement d'une liste rouge de la flore vasculaire des Pyrénées. Enfin, le troisième objectif, c'était produire et compléter les indicateurs de suivi de la flore et des végétations pyrénéennes en relation avec le climat. Donc avec 3 dispositifs de suivi, celui des combats neige qu'on avait commencé à partir de 2011, un dispositif international qui s'appelle Gloria, et puis un dispositif de sciences participatives, Phénoclim. Diapo suivante. Alors, le partenariat de Florapir, c'est un partenariat transfrontalier sur les 3 pays, France, Espagne et Andorre,
avec un certain nombre de structures de différents caractères, structures type conservatoire botanique, structures universitaires, surtout instituts de recherche du CNRS espagnol ou sociétés savantes ou sociétés privées qui travaillent sur les problématiques de conservation, de connaissance et de conservation de la flore. Et puis un certain nombre de partenaires périphériques associés à telle ou telle action du programme. Mais globalement, un programme, un partenariat très représentatif finalement à l'échelle du massif des Pyrénées, avec des partenaires donc sur l'ensemble du territoire, et un soutien de ce programme dans le cadre de l'Interreg POCTEFA, et puis également par la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine et l'État français. Alors, avant d'entrer plus en détail dans la présentation des différentes facettes que vous avez évoquées en introduction, nous savons que le changement climatique véhicule son lot d'incertitudes. Est-ce qu'on peut brièvement revenir sur les préalables qui ont dû être pris en compte, sur les freins qui subsistent ou qui ont dû être levés pour considérer au mieux les effets du changement climatique? Que todavía existen. Vamos a abordar esto sobre todo a partir de tres preguntas muy ilustrativas de los problemas que podemos encontrar sobre cuestión de el impacto del cambio climático. El primero es cómo distinguir los impactos del cambio climático y otros factores. Hay que tener en cuenta que la flora que tenemos en nuestro territorio es una vegetación que está en interacción con el hombre y sus prácticas en el espacio del Pirineo desde siempre, quizás no siempre, pero varios milenarios. Entonces, hoy en día tenemos una tendencia en cuanto se nota, por ejemplo, una mortalidad vegetal, es decir, esto es impacto del cambio climático, pero pueden ser otros motivos, por ejemplo, modos de gestión que podemos haber aplicado en la gestión de los bosques, por ejemplo, reduciendo las poblaciones de ciertas especies de árboles, por ejemplo, con especies puras disminuidas o hemos introducido a veces especies menos robustas y la dificultad es distinguir estos factores. Otro aspecto, otra tendencia que tenemos a imaginar es que las especies suben en altura bajo el impacto del cambio climático, cuando en realidad la subida de las especies está relacionada más bien a la actividad pastoral, la baja de la actividad pastoral que deja más espacio a los árboles. El segundo otro tipo de pregunta es si las especies están adaptadas al clima del futuro. Se piensa en general que esto va muy rápido y que las especies no podrán adaptarse. Esto es muy complejo y va a ser muy variable en función de las especies y no hemos estudiado todo, pero hay ciertas especies que dentro de sus capacidades tienen la posibilidad de absorber variaciones climáticas bastante importantes y que finalmente no van a ser alcanzadas, tocadas por el cambio climático, afectadas por el cambio climático. Y hay estudios que muestran que ciertas especies pueden reaccionar de manera más rápida de lo que se pensaba. Entonces puede haber una reacción rápida para ciertas especies en función de las evoluciones. El último tipo de preguntas es saber si las especies siguen realmente en altura bajo efecto del cambio climático. Esta es una pregunta que bueno, hay que tener, es un falso buen sentido, porque sí, hace un tiempo seco sabemos que las especies van a subir a buscar condiciones más favorables, es cierto, pero solo en parte porque la montaña es algo muy complejo a nivel de tipografía, a nivel de diferencia de vertientes, microrelieves que permiten tener una diversidad de nichos ecológicos y va a poder haber también cambios desplazamientos laterales de especies a nivel del espacio que colonizan. Entonces, ciertas preguntas que muestran que es difícil de analizar la situación. Esto nos va a permitir
tener un marco un poco para comprender este tema. Gracias, Gerard, por estas precisiones. Os propongo ahora hablar de las distintas acciones del proyecto Florapia PIR, quizás empezando por los sistemas de seguimiento. Em, por ejemplo, el programa sobre Riveros y el programa Gloria. Primero, Gerard, ¿podría precisar en qué medida estos dos sistemas son los más relevantes para entender mejor la flora del macizo? Digamos, en introducción, y dejaremos hablar Ludovico Licard y Benjamin, que los dos nos presentarán estos dispositivos. Los ecosistemas de alta montaña persisten en función de la condición climática y, entre otras cosas, de la nieve que determina su condición. La presión es menos alta cuando se sube, en cuanto se sube, menos presencia humana, y hay ciertos espacios que tienen menos presión humana en los que vamos a poder aislar el factor climático. Entonces le damos la palabra a Ludovico Licard. Hola, Ludovic, está encargado de, de estudios de hábitat natural para el Conservatorio Botánico y está con nosotros para hablar del seguimiento de vegetación en viveros. Hola, Ludovic. Hablamos más sobre estos neveros, dónde están, desde cuándo se observan las vegetaciones que están ahí, qué tipo de datos se colectan y con qué objetivos. Se han elegido vegetación de neveros para observar el impacto del cambio climático sobre vegetación de montaña, porque como lo decía Gerard, estas comunidades no realmente están impactadas, no directamente impactadas por la actividad humana. Y uno de los factores más importantes al mantenimiento de estas vegetaciones es el nivel de manto de nieve. Entonces era un modelo que nos permitía aislar todos los factores relacionados con actividad humana y focalizarnos, centrarnos en el impacto relacionado con el cambio climático. Este seguimiento, con objetivo mejorar el conocimiento sobre estas vegetaciones específicas a los nieves, para estudiar sus rasgos, sus particularidades y la puesta en relación entre los datos y el conjunto de actores implicados como autoridades, por ejemplo. El segundo punto era observar la evolución sobre estos hábitats de montaña para tener las claves de comprensión y estar en medida de preservar la biodiversidad. Y fue a partir de a partir de este modelo se puede luego alargar, aplicar a otros medios. Y en relación con otros sistemas de seguimiento, estos están a largo plazo. Entonces esto conlleva des indicateurs avant de pouvoir les faire parler. Diapo suivante. Donc le dispositif, l'étude a commencé en 2011 et le temps qu'on fasse le choix des sites, les premiers sites identifiés ont été mis en place en 2012. Ils sont répartis sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne d'est en ouest et on regroupe du coup 14 sites avec l'intervention de 8 à 9 partenaires pour réaliser les suivis. La caractéristique de chacun des sites, c'est que peu importe l'orientation nord ou sud de la chaîne des Pyrénées, nous on voulait vraiment avoir ce visuel-là, voir comment l'expression de ces communautés-là allait se faire d'un côté ou de l'autre des Pyrénées. Mais le point commun, c'est vraiment la nature de la roche de type acide. Alors c'est un type de roche qui est un peu plus difficile à trouver plus on avance vers l'ouest. Et du coup, les deux points orange au nord de Raqqa qui se trouvent autour de Panticosa, c'est un peu la limite. Après, il y a des affleurements calcaires avec la difficulté géologique que posent les Pyrénées. Et du coup, se focaliser aussi sur le type de végétation, végétation de combat neige acide que l'on nomme le salition herbacée. Alors, les suivis se déroulent par 4 observations annuelles
à partir de la première semaine de juillet, et puis après sur un pas de temps de toutes les 3 semaines, ce qui nous fait observer la végétation jusqu'à début septembre. Et sur chacune des observations, en fait, on va réaliser un maillage de 50 cm par 50 cm sur une surface totale de 3 mètres par 3, dans lequel on va suivre en fait le gradient de déneigement, si on le peut, et dans lequel on va prendre les données maille par maille sur le recouvrement des espèces, sur leur stade phénologique, sur le sexe du sol qu'on peut observer, et aussi d'une manière générale récupérer des informations sur les températures. Alors les stades phénologiques, on a fait un abac un peu pour on observe tous et qu'on note tous la même chose. C'est ce qui est proposé dans le tableau au milieu de la diapo. Et à droite, c'est un peu la répartition théorique des grands quadrats de 3 mètres par 1 mètre le long du gradient. Donc l'ensemble de ces données recueillies va nous permettre de suivre 6 indicateurs. Et donc le premier d'entre eux, ça va être à travers les thermomètres enregistreurs, de comprendre la durée d'enneigement et de voir si elle varie d'une année à l'autre et sur tout le temps de l'étude. Donc ça, c'est la donnée qu'on recueille. Donc il faut déterminer une date de déneigement et une date d'enneigement parce qu'il arrive fréquemment qu'il y ait des prémices de neige mais qui viennent à fondre. Donc voilà, on a établi un mode d'identification de ce qu'on dit comme déneigé et de ce qu'on dit comme enneigé. Voilà, diapo suivant. Donc l'évolution des températures. Donc on va, à travers l'ensemble des thermomètres enregistreurs de chacune des combes à neige, on va pouvoir, pour chacun des sites, déterminer une température moyenne journalière qui va nous permettre de voir l'évolution de ces températures-là pour voir comment les taxons pourraient être influencés par une modification de leur environnement liée à la température pendant la saison estivale et puis en relation avec l'humidité atmosphérique. Le troisième indicateur, c'est les états phénologiques sur chacune des observations. Donc, parce que la théorie veut que plus la température sera importante et plus la mise à fleur sera précoce. Donc, c'est ce statut-là. Le quatrième indicateur, ça va être l'évolution globale de la composition floristique de ces stations. Est-ce que, du coup, toute modification pourrait faire changer la composition végétale? Donc, on note le nombre d'espèces qu'on peut observer. Est-ce qu'elle va s'enrichir? Est-ce qu'on va perdre des espèces? Et s'il y a une modification, alors ça va nous amener à nous porter sur l'indicateur 5, à la diapo suivante, qui va être en fait la part relative des végétations en fonction, voilà, si elles appartiennent aux pelouses acides ou bien aux salitions herbacées, qui est la végétation de combe à neige, ou bien à d'autres types de végétation qu'on peut observer sur ces stations-là. Donc, vous avez des chiffres, contribution moyenne et des minimums et des maximums qu'on peut observer. Merci, Jessica. Et du coup, le sixième indicateur, c'est toujours, on continue le focus, c'est les évolutions du salition herbacée au sein de la combe à neige, à savoir que s'il va varier, dans quelle mesure ça va s'exprimer. C'est un peu une échelle micro. Ludovic, donc merci pour la présentation de ces indicateurs. Côté résultats, les données collectées permettent-elles de tirer des conclusions ou d'entrevoir des tendances? Et également, est-ce qu'on cherche à faire des simulations dans une dynamique de réchauffement climatique? Alors, sur les résultats, on a 8 ans de recul. Et pour chacun des 6 indicateurs, après avoir réalisé plusieurs tests statistiques, les données recueillies en fait, ne sont pas assez conséquentes pour le moment encore pour différencier les variations interannuelles des végétations et de leur réponse vis-à-vis du changement climatique.
Donc, cela fait appel au pas de temps de réponse des végétations et il nous faut continuer à suivre ces végétations pour peut-être un jour mesurer l'influence du changement climatique sur ces végétations-là. Ensuite, pour ce qui est des simulations, on a lancé une expérimentation sur la pose de serres ouvertes qu'on appelle Open Top Chambers et qui nous permet de simuler un réchauffement sur une station assez réduite. Et pour chacune de ces serres ouvertes-là, on va suivre l'évolution de la surface foliaire du sol herbacé et en même temps voir comment la composition globale dans cette serre-là va évoluer. Par ailleurs, on s'est aussi porté sur le compartiment sol qu'on avait dans un premier temps un peu sous-estimé. Et du coup, on a fait des analyses de structure et de texture du sol et on s'est pas mal focalisé sur le fonctionnement hydrodynamique et les bilans hydriques des sols, ainsi que sur la matière organique stable, intermédiaire et labile, la matière organique libre, qui nous donne une idée un peu de la minéralisation et de la dynamique avec laquelle le sol pourrait évoluer. Voilà. Mais toujours est-il qu'on ne sait pas si on est dans un schéma dynamique ou stable. Donc, du coup, il faudra y retourner dans 5 ou 10 ans, refaire les mêmes mesures et voir dans quelle proportion elles ont pu évoluer. Donc, on reste toujours voilà, faire une veille et à voir si on va voir quelque chose bouger de manière significative et qu'on pourrait rattacher au changement climatique. Donc, continuons à chercher, si je vous comprends bien, continuons à observer sur la base de ces indicateurs mis en place qui vont nous dire des choses et on y accorde le recul nécessaire. Il faut continuer à persévérer, oui. Très bien, merci Ludovic. Peut-être que Gérard peut réintervenir pour passer au dispositif de suivi Gloria. Il s'agit d'un programme de recherche international. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Gérard, pourquoi FloraPIR a souhaité s'associer à ce programme Gloria? Alors, Benjamin Comac du CENMA va nous préciser un petit peu de quoi il s'agit. Mais en fait, c'est un dispositif pour lequel les collègues aragonais, avec le soutien du gouvernement de l'Aragon, avaient déjà mis en place 2 sites en Aragon et il nous a semblé pertinent de compléter la contribution pyrénéenne à ce dispositif international par 2 sites supplémentaires, un sur le versant nord des Pyrénées, donc dans les Pyrénées centrales, et un dans la partie orientale des Pyrénées. Voilà, je vais laisser la parole à Benjamin. Benjamin, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous laisse la parole. On vous écoute par rapport aux observations qui ont pu être dégagées grâce au dispositif Gloria. Oui, bonjour. Alors, bon après-midi à tous. Alors, le suivi Gloria, ça a été mis en place dans les Alpes. C'est des Autrichiens surtout, ils avaient des relevés de végétation d'il y a plus de 100 ans. Ils sont retournés faire sur certains sommets des Alpes, ils sont retournés faire les mêmes sommets. Ils avaient vu que la végétation avait changé. Fait qu'après, ils ont décidé de mettre en place un suivi de la végétation alpine. Fait que, comme c'est de la végétation alpine, c'est la même dans le monde entier en fait. Ça a d'abord commencé dans les Alpes avec 18 chaînes de montagnes, mais on peut la trouver en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie, sur tous les continents. Et le fait d'étudier la flore de montagne alpine dans les Pyrénées, c'est que sur les sommets, en fait, il y a un très fort endémisme de la flore. En général, il y a 12% de la flore qui est endémique sur les sommets, alors que c'est 5% dans les autres habitats. Et en fait, l'étude de la flore, c'est assez simple, le protocole est assez facile, même si c'est des longues journées de terrain, mais du coup, on peut comparer tous les points d'étude du monde entier ensemble. Alors, le suivi, pour chaque point d'étude, en fait, il y a 4 sommets qui sont utilisés. Fait qu'il y a le plus bas qui est à la sortie de la forêt, qui est supraforestier, et on va jusqu'à l'étage subnival ou nival, ça dépend des chaînes de montagne.
Et sur chaque sommet, en fait, il y a 4 placettes qui sont installées sur les versants nord, sud, est, ouest. Alors là, il y a une petite erreur sur le PowerPoint. Ce n'est pas des parcelles de 1 mètre sur 1 mètre, mais des parcelles de 3 mètres sur 3 mètres qui sont mises en place, 5 mètres en dessous du sommet. Et ces parcelles de 3 mètres sur 3 mètres sont divisées en parcelles d'1 mètre sur 1 mètre. Et c'est dans ces parcelles, on voit une photo. Sur la diapo suivante, on voit une photo, la photo qui est à droite. On voit par exemple, c'est pas très pointu, fait que ça ressort pas très bien, mais on voit une parcelle de 3 mètres par 3 mètres qui est installée avec un carré pour faire des relevés de végétation dans un quadrat de 1 mètre par 1 mètre. Fait que voilà, sur ces zones de 3 mètres sur 3 mètres, on fait 4 relevés de végétation et ces relevés sont faits tous les 7 ans, fait que ça a commencé dans les Pyrénées en 2001 sur les sites aragonais, puis en 2000, ils ont refait des inventaires en 2008, en 2015. Sur les sites français qui ont été mis en place dans Florapyr, ça a été fait en 2018, les relevés, fait qu'il faut encore attendre 7 ans pour avoir des résultats. Alors, les résultats, il y en a quand même déjà pour la partie aragonaise. Ils ont été publiés dans Science et Nature. Et ce qu'ils ont vu déjà, c'est que les espèces qui sont plus thermophiles ont tendance déjà à remonter avec le réchauffement climatique. C'est que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que sur chaque parcelle de 3 mètres sur 3 mètres, il y a un thermomètre qui est enterré à 10 cm de profondeur au milieu de la parcelle. Fait que du coup, il enregistre une donnée par heure et on arrive très précisément à savoir la température du sol, donc celle de la végétation durant toute l'année. Fait qu'avec ces premiers résultats, ils ont remarqué dans les Pyrénées que la température journalière, la moyenne des températures minimales journalières au mois de juin a augmenté de 1,6 degré dans les Pyrénées en Sierra Nevada et de 0,7 degré seulement pour les autres chaînes de montagnes de l'Europe. Et ceci, ça se traduit en fait par une remontée des plantes, celles qui supportent plus la chaleur. Les plantes thermophiles ont tendance à remonter. Ils ont trouvé que c'était de 2,7 mètres entre 2001 et je pense que c'est 2008, même si ça fait beaucoup. Mais ça fait 2,7 mètres, voilà. Et après, au niveau européen, aussi, les plantes, les versants les plus riches, c'était les versants est, sauf dans les Pyrénées et en Sierra Nevada, où c'était les versants sud, où il y avait le plus de végétation, d'espèces. Et après, pourquoi est-ce qu'on utilise la température du mois de juin? C'est parce qu'en fait, c'est le premier mois où il n'y a plus de neige sur les sommets et c'est le mois à partir desquels la saison de végétation pour la végétation commence et c'est donc, ça permet de caler tous les sommets entre eux. Merci Benjamin. Je vous remercie beaucoup, nous avons appris des choses déjà. Peut-être vais-je redonner la parole à Gérard pour continuer à s'intéresser à la flore vasculaire pyrénéenne, à son état de conservation. Alors, comment vont les plantes du massif, Gérard? Est-ce qu'il est possible d'évaluer avec certitude l'incidence climatique qui s'opère sur cette flore? Par quelle méthode on peut faire cette évaluation? Est-ce que cette évaluation est possible? Alors ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais la première question qui se pose, en fait, c'est de rassembler les données dont on dispose sur la flore, en fait, pour avoir une base de connaissances suffisante pour pouvoir analyser les informations et les suivre dans le temps. Et donc, le premier travail qu'on avait fait dans le cadre de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique à partir de 2011, c'était la réalisation de l'Atlas de la flore en ligne, en fait. Atlas que dans le cadre de Florapyr, on a amélioré de manière à pouvoir l'actualiser plus facilement et plus régulièrement. Alors cet atlas, donc il est en ligne, vous avez l'URL qui apparaît en bas de l'écran. Donc c'est un atlas qui se base sur qui se fonde sur une base de données qui permet d'accéder à un certain nombre d'informations
qui sont restituées sur des fiches descriptives. Donc, vous avez quelques extraits qui apparaissent sur la diapositive, avec une présentation générale de l'espèce et une photo. Il y a des éléments sur la répartition altitudinale. Il y a également une carte de répartition, on approfondira un petit peu la question des cartes. Il y a des éléments sur la répartition dans les autres massifs européens, et puis des éléments plus généraux sur la biologie, l'écologie avec les habitats, les statuts de protection, les statuts de menace, des commentaires sur l'espèce, et puis également des photos qui sont en accès libre et donc qui peuvent être facilement réutilisées. Alors sur cet atlas, on avait travaillé dans un premier temps sur la flore vasculaire. Donc on a rassemblé à l'heure actuelle des données sur plus de 5000 plantes vasculaires. C'est plus de 2 millions d'observations, dont plus d'1 million postérieurs à 2000, rassemblés par chacun des partenaires, qui les a mis à un format commun, qui a fait un certain nombre de vérifications pour avoir en ligne les données les plus pertinentes possibles. Alors, ce que vous voyez là, ce sont des densités finalement de présence d'espèces. Donc, c'est le nombre de plantes par maille de 10 km sur 10 km, selon la projection UTN, la projection internationale UTN, qui est un système qu'on a retenu parce qu'il permet facilement de fédérer les données produites côté français et les données produites côté espagnol, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes protocoles de récolte d'informations. Et comme on a rassemblé beaucoup de données qui avaient déjà été produites, ce n'était pas forcément possible de revenir à la précision maximale pour chacune des observations. Donc là, derrière ces données se cachent des informations précises, localisées avec des points GPS, ou des informations localisées sur des mailles de 10 km sur 10 km, ou des informations sur des mailles de 5 km sur 5 km. Donc voilà une vision sur l'état de la connaissance sur la flore. On a intégré un deuxième groupe de plantes qui sont les bryophytes, c'est-à-dire que c'est en gros le grand groupe des mousses et puis d'un certain nombre d'espèces proches. Donc là, ce sont plus de 150 000 observations qui ont été rassemblées pour plus de 2000 espèces. Alors c'est un groupe qui est relativement connu, mais pas forcément dans une répartition précise. Et c'est un travail original puisque c'est la première fois qu'on assemble des données sur les bryophytes de part et d'autre des Pyrénées. Quelques éléments sur ces espèces-là. Alors, il n'y a pas de bryophytes endémiques pyrénéennes, et à l'échelle des Pyrénées, on a en présence 60% des bryophytes estimés pour l'Europe, 73% des bryophytes connus pour la France métropolitaine et 89% des bryophytes cités en Espagne. Voilà, donc c'est un groupe assez important pour lequel on a une première base de connaissances importante. Et en fonction des questions, Martin Infante, qui a participé avec Patsy Hiras à ce rassemblement de données, qui ont été les chevilles ouvrières, pourront répondre aux questions tout à l'heure. Alors, à quoi peuvent nous servir ces données de répartition? Donc, on a un premier état des lieux de répartition des espèces. Vous avez 4 cartes, en fait, qui donnent par maille. Pour la première carte en haut à gauche, le nombre de plantes vasculaires endémiques des Pyrénées. Donc on voit qu'on a une densité de présence de plantes endémiques principalement sur les parties les plus élevées des Pyrénées, en particulier sur les Pyrénées centrales et orientales qui concentrent les plus hauts sommets. Vous avez également en dessous une carte sur la répartition des plantes vasculaires atlantiques, et à sa droite, les plantes vasculaires méditerranéennes. Donc, d'un côté, celles qui sont caractéristiques de climats plutôt très pluvieux et doux, et à droite, les climats plutôt chauds et secs. Donc, ces données-là nous permettent d'avoir une vision de la répartition d'espèces en lien avec des paramètres climatiques qui pourront être utilisés à plus long terme pour pouvoir voir quelles sont les évolutions à l'échelle de la chaîne des Pyrénées. Mais ça supposera d'aller plus loin dans la connaissance,
hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas suffisamment localisées. Par ailleurs, les changements de composition de la flore ne peuvent se faire qu'à des pas de temps assez longs, au moins des pas de temps de 5 ans. Donc ça suppose une pression d'observation et continuer à observer. Et puis, il faudra cibler des espèces particulières avec des protocoles spécifiques pour aller plus loin, changer d'échelle de travail. Hein. Et il va falloir qu'on sélectionne un certain nombre d'espèces qui seraient pertinentes à suivre en lien avec le changement climatique. On y reviendra tout à l'heure sur la question des critères à mobiliser pour ce sujet-là. Et je crois que vous vous êtes intéressé, dans le cadre du projet Florapir, aux végétations. Oui, alors, et qu'un catalogue des végétations qu'on a aperçu via le diaporama a été réalisé. Peut-être voulez-vous nous en dire un mot ou passer la parole à un intervenant? On va passer la parole directement à Joseph Ninot qui va nous parler de ce volet-là, des végétations de haute montagne. Bonjour Joseph, vous nous entendez? Vous êtes chercheur à l'Université de Barcelone. Joseph Ninot, est-ce que vous êtes là? Nous ne vous entendons pas. Joseph n'a pas allumé son micro en fait. Oui. Ahora, gracias. Ça y est, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre. On vous laisse nous présenter ce catalogue des végétations et puis peut-être commencer par nous expliquer ce qu'on entend par végétation et puis c'est que ces végétations nous livrent comme information sur les changements climatiques. On vous écoute, Joseph. Cuando nos enfrentamos a las plantas como sujeto de conocimiento, un aspecto básico es conocer la flora, o sea, las especies, cuántas hay, cuáles son raras, etc. Y un segundo aspecto a considerar es la vegetación. La vegetación es la forma que tienen las plantas de agruparse, de formar comunidades vegetales, que son las que en esencia forman un paisaje. En el paisaje de alta montaña que tenemos aquí en pantalla, vemos que hay unos elementos, como por ejemplo este bosque de pino negro o como por ejemplo estos pastos, que son comunidades vegetales. Esas comunidades vegetales tienen en el Pirineo una importante tradición de estudio que empezó el profesor Josias Brown Blanquet hace unos 80 años y en base a un trabajo seminal importante que fue la vegetación alpina de Pirineos orientales. Y a partir de aquí pues, se han descrito muchas comunidades en Pirineos y lo que es más importante, se ha recopilado toda esa información en bancos de datos más o menos accesibles o fácilmente accesibles, al menos para los profesionales. ¿Para qué nos interesan las asociaciones o las comunidades vegetales? Pues más allá de qué especies tiene, una asociación tiene algunas especies que son específicas de este ambiente y además van ligadas a un ambiente más o menos definido cada asociación. Algunas especies vegetales son capaces de estructurar, de formar comunidades. Por ejemplo, esta festuca esquía de estos pastos abiertos en gradería tan comunes en piso alpino de Pirineos, nos informan no solo de que está esta especie, festuca esquía, sino otras muchas que viven relegadas en ambientes secundarios que ha formado la propia festuca esquía. Y además nos informa también de las condiciones ecológicas. Nos informa, por ejemplo, que el ambiente pues, es frío, que la ladera tiene una cierta dinámica de vertiente, una cierta erosión, etc. Al mismo tiempo, otras especies son subordinadas, por ejemplo, esta pequeña pírola, Monesis uniflora, que es específica de bosques aciculifolios de alta montaña. Estas especies, digamos, subordinadas, dependen de que otras especies más estructurales formen estas comunidades. Su existencia, por tanto, depende de que se formen estas comunidades. Más allá de las plantas, las asociaciones nos han servido en el aspecto de gestión o conocimiento de la naturaleza, son la base para la definición de algo que seguro que suena a muchos, que son los hábitats CORINE, los hábitats en los que se basa toda la red Natura 2000 de Europa. El objetivo que planteamos en este proyecto, Florapir, era catalogar y caracterizar las asociaciones vegetales, al menos de la alta montaña, la parte quizá más singular de Pirineos.
Para ello, con diversos compañeros de otros centros de participantes en el proyecto, usamos toda la bibliografía que tenía inventarios o información precisa de estas asociaciones, unos 200 trabajos publicados en los últimos 70 años, y sintetizamos una especie de gran fichero sobre estas asociaciones. Lo integramos además en el mismo Atlas de la Flora con formato parecido, de forma que si queremos saber la información sobre una determinada asociación, por ejemplo, el Gentiano Cariciatum Curvule, pues encontrando la pestaña adecuada en el Atlas de la Flora, pues esta ficha nos informa de en qué departamentos o regiones se encuentra esta asociación, en qué piso altitudinal, y la anterior todavía. Y también nos informa de algunos aspectos funcionales o ecológicos, y además nos informa de todas las fuentes bibliográficas de las que procede. Básicamente, siguiendo a grandes números, esas asociaciones vegetales, al menos las que se han descrito hasta ahora, son unas 180, 179 en concreto, que se distribuyen bastante desigualmente entre grandes tipos. Por ejemplo, una cuarta parte o más son de ambientes rocosos o de pedrizas, una cuarta parte un poco más son de tipos de pastos, luego están los humedales, bosques, etc. Lógicamente se pueden hacer pequeñas síntesis como esta que muestra este gráfico, que lo que nos muestra es que hay mucha más diversidad de asociaciones en el piso subalpino que en el alpino, y este es mucho más rico que el subnival. Por tanto, la diversidad botánica a escala de comunidades, a escala de hábitats, decrece con la altitud, básicamente porque a más altitud también hay menos superficie y menos diversidad de ambientes. Sería un poco lo que se puede sacar. También se pueden sacar otras síntesis a partir de este mismo catálogo, como asociaciones más escasas, más raras, etc. Eso es lo básico. Ya podemos seguir. Merci Josep Maria Nino d'apporter ces compléments sur ce catalogue des végétations que nous retrouvons donc en ligne dans l'un des menus du site de l'Atlas de la Flore des Pyrénées. Merci beaucoup à vous. On continue. Gérard, tout à l'heure, j'ai évoqué les méthodes d'évaluation possibles de la flore pyrénéenne. Comment il est possible d'évaluer cette incidence, cette éventuelle incidence climatique avec toutes les incertitudes qui persistent quant au changement climatique? Alors, donc ça, c'est une véritable complexité, d'autant que le climat de demain n'est pas encore là, et donc comment arriver à évaluer l'effet du changement climatique en fonction des différents scénarios de température et de précipitation. Donc là, on bute sur une certaine difficulté, et donc on a eu un volet du projet qui a consisté à approcher un petit peu cette question et voir quels critères utiliser. Donc là, on va passer la parole à Daniel Gomez ou Joseba Garmendia. Joseba, me semble-t-il. C'est Joseba de la Société des sciences Aranzadi au Pays basque espagnol, qui a travaillé avec Daniel Gomez de l'Institut Pirenaico de Ecologia de Raca sur ce sujet-là. Joseba, bonjour, vous êtes avec nous? Hola, buenas tardes. Hola a todos. Bueno, a la hora de... Alors, comment faire pour avoir une bonne idée de la pression climatique sur l'état de conservation de la flore pyrénéenne? On vous écoute sur les critères qui ont pu être retenus pour essayer de nous éclairer sur tout ce sujet. Bueno, para determinar la vulnerabilidad de la flora pirenaica al cambio climático tendríamos que tener en cuenta tres factores. Por una parte estaría la exposición que sufrirían las especies, que sería la intensidad de los cambios ambientales en su área de distribución, es decir, cuánto subiría la temperatura o cómo cambiarían los regímenes hídricos. Luego, por otra parte, estaría la sensibilidad de las especies, tanto la sensibilidad intrínseca, por su propia biología, por ejemplo, pero también por la relación que pueda tener con otras especies con las que se asocian, por ejemplo, polinizadores o
o parásitos o especies de su propio hábitat. Y luego estaría un factor muy importante que sería la capacidad de adaptación. Para eso necesitamos información. En el caso de la flora pirenaica hay información que ya se ha recopilado. ¿Podemos pasar la diapositiva? ¿Podemos pasar la diapositiva? Sí. Eso es. Hay información que ya se ha recopilado, sobre todo en lo que se refiere a la distribución de las especies, el rango altitudinal en la que aparecen, información digamos, básica de su ecología, de su biología, pero hay también un listado digamos, de datos que serán de interés para la evaluación de la vulnerabilidad de la flora, que todavía nos faltaría por recopilar, tanto en lo referente a la exposición como en lo referente al impacto o la sensibilidad de la propia especie, de su hábitat y la capacidad de adaptación. Dentro del proyecto FloraPier se utilizaron varias especies modelos, entre las que estaba Draba floresiensis, que es la siguiente diapositiva. Que se trata de una especie típicamente de alta montaña, que aparecerá ya sobre todo a partir de los 2.700 metros en el Pirineo, en la parte ya más elevada del Pirineo. En la evaluación que se hizo para esta especie, se puede pasar también la diapositiva, lo que sí que se vio que por una parte la exposición que va a sufrir la especie va a ser muy importante por la subida de temperaturas tanto mínimas como máximas en su área de distribución. También se va a dar un cambio en los regímenes hídricos por aumento en algunas zonas, pero también por descenso de las precipitaciones en otras. Luego, por otra parte, se determinó que la sensibilidad de la propia especie sería también muy importante porque su nicho ecológico, que se centraría en lo que es el piso subnival, desaparecería según los diferentes escenarios, sería antes o después, pero bueno, al final su óptimo ecológico sí que desaparecería, pero nos quedaba la duda de la capacidad de adaptación que pueda tener la especie. En principio, por tanto, sería una especie muy sensible, pero no tenemos información sobre su plasticidad genética, su capacidad de encontrar nuevos nichos ecológicos, de dispersión. Nos faltaría esa información para determinar exactamente cuál es el grado de vulnerabilidad de la especie. Podemos pasar la diapositiva. Eso, ahí podéis ver pues bueno, los criterios que se tuvieron. Y como conclusión, al final, lo que sí que se considera, por una parte, que la flora de alta montaña, que aparecería en los pisos más elevados del Pirineo, serían las especies más sensibles, por lo menos muy sensibles al cambio climático, por lo que hemos comentado, por una parte, por la disminución de su óptimo ecológico y por una fuerte exposición al cambio climático. Pero por otra parte nos faltaría la información sobre su capacidad de adaptación, porque muchos autores también predicen que estas especies podrían tener gran capacidad para pues encontrar nuevos nichos donde vivir o colonizar espacios que sean adecuados para ellos. Y es lo que estamos haciendo en las siguientes fases del proyecto, buscando esa información, recopilando esa información. Y eso sería más o menos lo que hicimos en este apartado del proyecto. Une nouvelle fois, on entend qu'il est nécessaire de continuer à chercher. Peut-être, merci Joseba pour ce préambule quant aux incertitudes de l'incidence climatique sur la flore pyrénéenne. Malgré tout, il a été possible, à travers le projet FloraPier, d'établir une liste rouge de la flore menacée, de la flore vasculaire menacée des Pyrénées. Cette liste rouge, Gérard, elle fait partie du projet FloraPier. On parle de millions d'observations capitalisées. Peut-être avons-nous un intervenant pour... Oui, alors juste peut-être souligner une chose qu'on n'a pas soulignée au début, c'est l'intérêt qu'il y a eu à travers ces programmes successifs et de travailler vraiment à l'échelle pyrénéenne en transfrontalier, c'est-à-dire sur un massif en fait, qui a une cohérence biogéographique avec certes des contrastes climatiques, mais globalement une certaine cohérence d'ensemble qui correspond en fait à des aires d'espèces en fait, ou des parties principales d'aires d'espèces
Et donc, ça permet donc d'évaluer plus facilement et plus correctement les enjeux sur les espèces que lorsqu'on travaille, par exemple, à une échelle nationale où on a des contours qui ne sont pas des contours biogéographiques, en fait. Donc, on a pu appliquer à l'échelle des Pyrénées une démarche originale à travers la liste rouge de la flore menacée des Pyrénées que va nous présenter Elodie Hamdi. Oui, bonjour. Elodie, merci de nous rejoindre. On vous laisse la parole du coup pour nous en dire plus sur cette liste rouge. Vous êtes responsable du pôle de gestion et de valorisation de l'information du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Vous avez coordonné cette action entre France, Andorre et Espagne, cette action de liste rouge. Comment vous avez procédé pour livrer l'état de référence dont vous allez nous parler? On vous laisse revenir un petit peu sur la méthode et puis sur les principaux résultats. Oui. Donc, je vais vous présenter le travail réalisé pour aboutir à une liste rouge de la flore vasculaire des Pyrénées, en commençant par un bref aperçu du contexte, une synthèse sur la méthodologie et puis la façon de travailler, et enfin quelques résultats. Donc, juste pour rappeler qu'une liste rouge sert à évaluer le risque d'extinction des espèces en établissant un état des lieux à un instant donné qu'on a établi donc, sur la base d'un maximum d'informations récentes disponibles, d'où l'intérêt de la mutualisation des données au sein de l'atlas présenté précédemment, et ainsi guider les stratégies d'action via notamment la mise en place de mesures de gestion appropriées, voire de protection. L'originalité de cette démarche, comme l'a rappelé Gérard, c'est qu'elle est établie à l'échelle d'un territoire biogéographique qui est le massif des Pyrénées et qui s'affranchit des limites administratives qui bornent généralement les listes rouges existantes. On peut passer à l'autre diapo. Donc sur ce territoire des Pyrénées, cette liste rouge viendra donc compléter les listes rouges existantes, 3 listes nationales, Andorre, Espagne et France, et 4 listes rouges régionales sur les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, au Pays Basque et Catalogne. Passons ensuite à la présentation de la méthode sur la diapo suivante. L'élaboration de cette liste suit un cadre méthodologique normé établi par l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc l'UICN. Ce cadre se base sur l'évaluation possible de 5 critères qui vous sont rappelés ici pour déterminer les catégories de menaces d'une espèce. Donc, ces 5 critères sont la réduction de la taille de population sur 10 ans, critère qu'on n'a pas tellement utilisé, la répartition géographique réduite, critère qu'on a principalement utilisé, le critère de petite population, donc moins de 10 000 individus et un déclin sur 3 à 10 ans, le critère de population très petite, c'est-à-dire moins de 1000 individus matures ou restreintes, critère qu'on a également utilisé principalement, et enfin un dernier critère peu utilisé qui est sur l'analyse quantitative. Donc pour répondre à l'un de ces critères suffit pour classer les espèces dans une catégorie, on peut revenir peut-être un petit peu en arrière, dans une catégorie de menaces, et pour rappel, donc parmi ces catégories, il y a 4 catégories d'espèces dites menacées, régionalement éteintes, c'est-à-dire éteintes au niveau du massif des Pyrénées, qui est le statut RE, CR qui est en danger critique d'extinction, EN en danger, VU vulnérable, et puis les catégories donc quasi menacées NT, ensuite préoccupation mineure, et enfin la catégorie DD, données insuffisantes pour permettre une évaluation. Les espèces non indigènes ou marginales pour les Pyrénées sont classées en catégorie non applicable NA. Donc, la démarche a été la suivante. Nous sommes partis de plus de 2 millions de données mutualisées dans l'Atlas par les partenaires des 3 pays concernés afin de produire des données initiales permettant la pré-évaluation en catégorie UICN. Cette préévaluation a porté sur plus de 4400 espèces et sous-espèces, sachant que 1000 plantes non indigènes ou marginales pour les Pyrénées ont été écartées. Et donc, c'est 3303 plantes qui figurent actuellement dans la liste rouge des Pyrénées. Cette préévaluation s'est fondée sur des calculs pouvant être réalisés à partir des données. À noter que nous avons eu à gérer différents niveaux de précision de données dans l'Atlas. C'est ce qu'on peut voir sur la carte qui est présentée sur la diapo, avec en noir les données précises,
En rouge, les données à la maille d'1 kilomètre, en gris, les données à la maille de 10 km et en beige, les données à la commune. Donc, on constate une disparité sur la chaîne des Pyrénées, ce qui nous a conduit à faire certains choix, certains calculs. Donc, les aires de répartition étaient définies par le calcul de la zone d'occurrence de l'espèce, donc qui est l'enveloppe convexe qui englobe les données. C'est un critère qui a été souvent peu utilisé, plus comme filtre pour évaluer rapidement les espèces LC lorsque la zone était très importante. Élodie, oui. S'il vous plaît, côté traduction, c'est un peu difficile de suivre le débit. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, parler un peu plus lentement? Oui. Par le calcul de la zone d'occupation, donc la zone d'occupation, c'est le nombre de mailles de 4 km² de présence estimée. L'estimation a été fondée sur une régression calculée à partir des données précises, donc plutôt en France, qui a permis d'estimer le nombre de mailles de 4 km² pour les données qui étaient à la maille 10-10. Et on a également pu calculer le nombre de localités à partir de ces données. Ces données initiales ont ensuite été expertisées lors de l'évaluation par l'ensemble des partenaires. Donc c'est la diapo suivante. Diapo suivante. Jessica. Oui, ça revient en arrière en fait. Vous y êtes? Non. Avec, en fait, il y a un petit décalage entre les diapos et vos paroles. Méthodes et outils, où nous voyons les différents partenaires, Conservatoire botanique de Porquerolles, oui. IPE, CSCI, Aranzadi, Société Aranzadi, IEA, Senma. Oui, mais je suis sur la diapo. Enfin là, j'attends la diapo suivante en fait. Voilà. Donc pour l'évaluation, on a mis en place un outil en ligne permettant de faciliter la collaboration, enregistrer les différents paramètres, précalculer les critères et les catégories, poursuivre de cette façon, via cet outil, scrupuleusement la méthode UCN. Donc vous avez là une image de l'outil qui est présenté avec la liste des taxons à évaluer. Le partage du travail a ainsi pu se faire de façon assez fluide grâce à cet outil, avec une information par exemple sur la proportion des données par structure et par taxon, permettant de prioriser les taxons à travailler par la structure concernée le plus par l'espèce. Le travail sur cet outil a consisté le travail sur l'outil a consisté à corriger donc les données précalculées sur les aires de répartition et à apporter les informations à dire d'experts sur les évolutions de population, leur taille et les menaces qui pèsent sur les espèces. On peut changer de diapo. L'expertise s'est faite de façon collégiale et partenariale via notamment 2 réunions de comités d'évaluation pour traiter des cas litigieux ou problématiques et pour valider collectivement les catégories, en particulier les espèces menacées et quasi menacées. Les commentaires étaient également possibles pour toutes les espèces et toutes les évaluations via l'outil en ligne et ont pu être faits par une vingtaine d'experts. Et bien sûr, il y a eu des échanges par mail avec le coordinateur et entre experts. On peut passer à la diapo suivante. Je vais donc maintenant vous présenter quelques résultats. Donc on arrive à un nombre d'espèces et de sous-espèces menacées qui est de 68, soit près de 2% des plantes évaluées, ce qui est néanmoins relativement peu. On a 4 espèces qui ont été catégorisées comme disparues à l'échelle du massif des Pyrénées. On compte 3% des plantes endémiques des Pyrénées menacées et 6% quasi menacées. On peut enfin noter qu'il y a 553 plantes évaluées DD, c'est-à-dire données insuffisantes pour une évaluation, dont 135 espèces endémiques. Des efforts sont donc encore à mener pour l'amélioration de la connaissance sur le massif des Pyrénées. Et enfin, quelques résultats d'un point de vue géographique et par type de milieu. Donc, on constate que les
Les types de milieux où il y a le plus d'espèces menacées se trouvent être les milieux aquatiques, tourbières et marais, et habitats littoraux et halophiles. Et pour la carte de répartition présentée sur la diapo, avec le nombre d'espèces menacées et quasi menacées par maille de 10 sur 10, ça donne une idée un peu sur les endroits où il y a le plus d'espèces menacées, quasi menacées à l'heure actuelle sur la chaîne des Pyrénées. Merci Elodie. Donc on comprend que la flore vasculaire pyrénéenne est relativement préservée, mais qu'il est nécessaire de continuer à l'étudier parce qu'il y a beaucoup d'espèces classifiées, catégorisées en données défaillantes. Si je ne m'abuse, vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est bien ça, Jessica. Ok, merci Gérard. Alors peut-être pouvons-nous avoir quelques exemples avec, je crois que nous avons Neus Nualar, chercheur à l'Institut botanique de Barcelone. Oui, oui. Bonjour a todos. Buenas tardes. Voy a presentar algunos ejemplos de las plantas amenazadas de los Pirineos. Pasamos a la siguiente, Jessica. Vale. El primer ejemplo es Borderea showardi. Es un microendemismo de los Pirineos con una única localidad en Aragón, este punto que se ve en el mapa, que es la única población mundial de esta especie. Es una reliquia de la flora tropical de la era terciaria que sobrevivió a las glaciaciones posteriores y que se encuentra en fisuras de rocas calizas. Y bueno, la hemos considerado como la máxima categoría de amenaza, CR, debido a que tiene una población muy pequeña y que la población se encuentra atravesada por la carretera nacional en la que se hacen numerosos trabajos de mantenimiento que pueden afectar a la especie. Pasamos a la siguiente. Cecily Ferregni es una especie endémica de la península del Cap de Creus, en el extremo oriental de los Pirineos. No sé si se aprecia el punto aquí en el extremo. Es una especie que vive en roquedos del litoral, que están influenciados por un fuerte viento marino. Actualmente solo se conocen 3 poblaciones, con un área inferior a 1 kilómetro cuadrado. Y a pesar de encontrarse en un espacio protegido, el Cap de Creus es un parque natural, está amenazada principalmente por 2 razones. Una excesiva frecuentación de sus poblaciones debido a la gran cantidad de gente que visita el parque. Y por otro lado, la proliferación de las especies alóctonas que están apareciendo en el litoral. La siguiente. Jessica. Ahora mostramos una de la siguiente categoría de amenaza, EN, en peligro, que sería Dracocephalum austriacum. Esta no es una especie endémica, sino que su área de distribución principal es el Cáucaso, pero llega también a regiones montañosas europeas y los Pirineos constituyen su límite occidental. Antiguamente estaba localizada en 4 localidades en los Pirineos, pero la localidad más al norte, que se ve en el mapa con una cruz, se extinguió a finales del siglo XIX debido a su sobrerecolección. Se trata de una planta que vive en laderas calizas rocosas, en ambientes soleados, como se aprecia en las fotos, y son poblaciones muy pequeñas, al menos la del Cadí, la de la parte catalana, tiene menos de 250 individuos reproductores, por lo que se considera amenazada con la categoría N. Pasamos a la siguiente. Jessica, vale. Callianthemum coreandifolium es una planta alpina que vive tanto en los Alpes, con los Cárpatos y los montes cantábricos, y en los Pirineos aparece únicamente de forma aislada en la vertiente francesa, en estos puntos que se ven en el mapa. Vive en pastos calcícolas de alta montaña, innivados. No sé si se aprecia en la fotografía del medio, 2 puntos donde
donde podría vivir esa planta, donde vive. Y se considera amenazada por estar en un área muy pequeña, con un número de poblaciones también pequeño y muy aislada de las poblaciones vecinas que, como hemos comentado, se encuentran en los montes cantábricos en Asturias y en los Andes. Siguiente. Soldán de la Villosa es un endemismo vasco-cantábrico, con la mayoría de poblaciones situadas en el norte de Navarra y en el este de Guipúzcoa. Vive en ambientes húmedos, pueden ser cerca de arroyos, de cascadas o terrenos hidroturbosos. Estos tipos de hábitats, antes de Elodie lo ha comentado, son muy sensibles debido al cambio en el régimen hídrico que pueden sufrir, por lo que la planta se ha considerado dentro de la categoría vulnerable. Y ya para terminar, la última que voy a presentar, Alisum pyrenaicum, es una planta endémica también de los Pirineos orientales, donde aparece únicamente en el Monte Coronat. Se encuentran fisuras de roca caliza y este alto grado de endemicidad y la distribución que tiene tan restringida la hacen sensible a los cambios de su entorno, lo que justifica su inclusión dentro de la categoría de vulnerable. Y hasta aquí un poco unos ejemplos para que veáis un poco algunos resultados de la lista roja que ha presentado antes Elodie. Merci beaucoup Neus pour ce petit aperçu des espèces les plus menacées. Nous allons avancer puisque le temps passe. Gérard, nous approchons du terme de ces présentations, des différentes facettes du projet FloraPIR. Nous n'avons pas encore parlé du programme Phénoclim comme outil de science participative. Je crois que nous avons un intervenant, une intervenante, Gwenaëlle Play, pour co-animatrice du réseau éducation Pyrénées-Vévente et de la LPO, pour nous parler de cet outil. Oui, bonjour Jessica, bonjour tout le monde. On n'avait pas encore parlé de celui-ci. Alors, jusqu'à présent, les travaux qu'on a présentés sont des travaux menés par des structures de recherche et de connaissance et de conservation, mais on peut aussi faire appel à la participation citoyenne pour contribuer à la connaissance des effets du changement climatique. Donc, Gwenaëlle Play de la LPO va nous expliquer ce qu'on a voulu faire avec le programme Phénoclim. Bonjour Gwenaëlle, on vous écoute pour nous expliquer, nous présenter tout ça. Bonjour Jessica et bonjour à tout le monde. Donc, le programme Phénoclim en fait, relève de la science participative, de la science citoyenne, et en lien avec le Conservatoire botanique, l'OPCC et le CREA Mont-Blanc, on a donc étendu une initiative existante dans les Alpes, on l'a étendue aux Pyrénées. Diapo suivante. Donc, cette action Phénoclim préexistait dans les Alpes, créée par donc, le CREA. Il a fallu adapter le protocole initial pour le faire correspondre aux espèces présentes dans les Pyrénées. Donc, on a rajouté 3 espèces, le hêtre, le pin sylvestre et le sapin pectiné. Ensuite, il y avait déjà un outil de saisie qui existait par le biais d'un site internet. Il a fallu adapter ces outils de saisie de l'ensemble des observateurs pour pouvoir intégrer les 3 nouvelles espèces et pour pouvoir intégrer aussi 2 langues supplémentaires, l'espagnol et le catalan, également l'anglais, pour pouvoir faciliter une saisie de part et d'autre de la frontière. On a complété également la saisie sur Internet par une possibilité de saisir avec son téléphone directement sur le terrain pour faciliter le travail de l'ensemble des observateurs. Donc le but de ce programme, c'est d'avoir un maximum d'observations qui sont réalisées pour répondre à une demande des scientifiques de disposer d'un pool d'observations assez conséquente, mais c'est aussi permettre aux observateurs de s'approprier la problématique du changement climatique dans les Pyrénées et d'avoir l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, de participer à un programme scientifique et
et d'apporter sa pierre à l'édifice de ce programme. Donc nous, Réseau Éducation Pyrénées Vivantes, voilà, on est 65 structures réparties de part et d'autre de la frontière sur la thématique de l'éducation à l'environnement et de la valorisation des patrimoines. Et donc, c'était tout naturel pour nous de venir irriguer dans chacune des vallées, chacun des territoires pyrénéens, ce programme de sciences participatives en trouvant des relais locaux qu'on a appelés coordinateurs territoriaux qui prenaient en charge l'animation du dispositif, chacun sur son territoire. Donc, en Aragon, en Navarre, en Catalogne, en Andorre, et puis dans chacun des départements français. Donc, parmi les 65 structures, un référent local qui était chargé de recruter de nouveaux observateurs, de faire connaître le dispositif. Et puis, on a travaillé un petit peu de manière en cercle concentrique, c'est-à-dire mobiliser d'abord ce qui était relativement simple pour nous, à savoir tous les gestionnaires naturels, toutes les personnes qui sont déjà sur le terrain, de par leur activité professionnelle. On pense aux forestiers, on pense aux gestionnaires d'espaces naturels, on pense aux accompagnateurs en montagne, on pense à des centres de vacances qui accueillent des classes de découverte, on pense aux écoles avec qui on travaille régulièrement. Et donc, chacun sur son territoire devait voilà, recruter, c'est vraiment le mot, des observateurs impliqués dans la durée. Diapo suivante. Pour faire connaître le dispositif, des outils de communication, outre les PowerPoint, outre la capacité de conviction des membres du réseau, c'était aussi de disposer d'outils pour faire connaître le dispositif. Donc, on a décliné une affiche en 5 langues, les 5 langues du massif, pour, sur des salons, sur des événementiels divers, recruter de nouveaux observateurs. Diapo suivante, merci. On a également réalisé un phénocercle qui permet en un coup d'œil d'avoir le protocole sous les yeux pour se rappeler pour chacune des espèces de ce dispositif, pour les 13 espèces, eh bien, les moments clés d'observation de la phénologie de l'espèce, à savoir voilà, l'apparition des bourgeons, notamment le changement de coloration des feuilles ou la perte des feuilles. Donc, en un coup d'œil, on a dans sa poche le protocole à suivre. Donc, quels sont les résultats? On a à peu près, de façon équivalente, je crois que c'était 42% d'individuels qui participent au programme et 42% de structures proches, on va dire, des milieux environnementaux. Et l'autre pourcentage, à vrai dire, qui n'apparaît pas sur la diapo, je ne m'en souviens pas. Donc, d'autres observateurs, voilà. On a là une répartition spatiale des observateurs entre des centres de découverte, des espaces protégés, des établissements, des particuliers ou des professionnels répartis sur la chaîne. Donc, on a une bonne concentration sur la partie plutôt est de la chaîne avec une bonne dynamique de mobilisation et un petit peu moins sur la partie occidentale qu'il nous faudra donc mobiliser. La pause suivante. Voilà, donc vous avez là la liste des coordinateurs territoriaux. Donc, en bas à gauche, première ligne, l'ANA, CPIE d'Ariège, donc pour toute l'Ariège, complétée par une structure Oxalis randonnée. Pour l'Andorre, c'est l'Institut d'études andorranes. Pour les Hautes-Pyrénées, le référent, c'est le CPIE Bigorre. Pour la Navarre, Mendicate. Et pour la Catalogne, Gisfera, Berdeblu, qui sont les référents à contacter. Pour l'Ariège également, sur la partie plus orientale, c'est l'Observatoire de la montagne. En Aragon, Pyrénature. En Pyrénées-Atlantique, éducation environnement 64. Et puis, pour la partie Haute-Garonne, Pays de l'Ours, ADET. Et enfin, Pyrénéa sur la partie est de la chaîne.
Donc, j'invite la centaine de participants à ce webinaire à aller consulter le site de l'OPCC sur lequel on peut trouver l'onglet Phénoclim qui permet à chacun de prendre en charge un site d'observation, de sélectionner les espèces à suivre et puis de rentrer régulièrement, selon le protocole défini, ces observations pour participer et enrichir la base de données qui sert ensuite aux scientifiques pour tirer des conclusions sur l'impact du changement climatique sur la flore dans les Pyrénées. Merci Gwenaëlle, voilà une bonne conclusion à ces présentations. Mobilisons-nous et intéressons-nous et agissons. Merci beaucoup Gwenaëlle. Gérard, peut-être une très rapide conclusion. Nous avons une question. Personne ne semble avoir décroché parmi les internautes qui regardaient le webinaire. On a tout de même une question, à savoir est-ce que la flore des Pyrénées est plus ou moins menacée que celle des autres massifs d'Europe, les Alpes, les Carpates, ou s'agit-il d'un problème général et similaire dans toutes les zones de montagne? Est-ce qu'on peut donner une réponse à cette question? Et si oui, laquelle? C'est difficile de répondre à la question, en fait, parce qu'on n'a pas de démarche similaire d'évaluation de la flore à une échelle biogéographique sur les autres massifs de montagne. Donc, on n'a pas d'éléments de comparaison. Alors, par rapport au taux de menace qui est moindre que ce qu'on sort habituellement sur les listes, sur des périmètres administratifs, sans doute est-ce lié au fait que les zones de montagne, par rapport aux paramètres anthropiques, qui sont les paramètres les plus forts qui s'exercent en termes de menaces la plupart du temps, sont moins menacées que les régions de plaine. Voilà, peut-être qu'il y a des collègues qui voudraient apporter des compléments de réponse par rapport à ça. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole? Gérard, peut-être pouvez-vous nous synthétiser un petit peu tout ce qui s'est dit lors de cette présentation, puisque je ne vois pas d'autres questions. Si, il y a une autre question qui a été posée par José Luis Benito sur l'Atlas, en fait, et si l'utilisation sera possible sur les tablettes et les smartphones, en fait. Alors pour le moment, ce n'est pas directement prévu. Il faut qu'on voit si c'est vraiment possible et dans quel délai par rapport à la technologie qui a été utilisée pour développer l'Atlas. Très bien. Donc, continuons à soutenir ces projets pour développer de nouveaux outils. Je ne vois pas d'autres questions. On vous écoute peut-être pour conclure, Gérard? Oui, en guise de conclusion, l'un des points qui apparaît, et sans reprendre tout ce qui a pu être dit par les différents intervenants, on voit à travers ces différents travaux et résultats qu'il y a un besoin continu d'amélioration de la connaissance et que les dispositifs de suivi, pour donner des résultats pertinents, il faut qu'ils soient menés dans la durée. Ce n'est pas original, c'est les conclusions à laquelle on est arrivé avec les différents programmes qui ont été présentés lors des jeudis de l'OPCC, en fait. Donc, nous, comment collectivement allons-nous continuer à contribuer à la démarche? Alors, d'une part, on a un nouveau programme FloraPyr Avance, avec un partenariat à peu près similaire qui s'élargit un petit peu à quelques partenaires supplémentaires, qui va permettre de continuer à mettre en œuvre les dispositifs de suivi existants, qui va étendre certains types de dispositifs, notamment participatifs sur le suivi des espèces rares et menacées, sur le suivi des plantes exotiques envahissantes, à partir d'expériences déjà menées, notamment par les collègues aragonais, et puis également poursuivre l'alimentation de l'Atlas avec un nouveau groupe, celui des champignons, qui sera intégré également dans l'Atlas, et également une approche particulière pour tester le suivi de l'évolution des végétations agropastorales en altitude en mobilisant des techniques de détection comme le drone, par exemple. L'autre aspect de notre implication, ça va être à travers le programme OPCC ADAPIR, auquel on contribue aux grandes actions, et là on y reviendra la semaine prochaine avec l'état d'avancement du programme
au PCC Adapir lors du dernier jeudi de l'OPCC. Très bien, merci Gérard. Je pense que nous arrivons au terme de notre webinaire. Nous avons appris beaucoup de choses. Je remercie tous les intervenants d'avoir joué le jeu et de nous avoir beaucoup renseigné sur la flore du massif pyrénéen et l'impact climatique. Est-ce que vous souhaitez ajouter un mot, Gérard, ou... Oui, dernière chose, j'ai oublié une action qu'on va mener dans le cadre de Flora-Pierre Avant, c'est la mise en place d'un partage des banques de graines pour mettre en conservation hors de la nature, en banque de graines, un certain nombre d'espèces rares et menacées à l'échelle des Pyrénées. Très bien, donc des actions concrètes sont en cours. Merci beaucoup. Ben, merci à tous les participants et aux intervenants également. Et alors à bientôt, à la semaine prochaine, Eva. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Ça a été vraiment très, très illustratif. Digo que realmente ha sido muy ilustrativo de todo el trabajo, muy diferente y yo creo que realmente todos hemos aprendido, como decía Jessica. Esa es la voluntad del OPCC, del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, compartir para ir mejorando, ir lanzando nuevas líneas de trabajo. Aquí a Gerard nos apunta como ellos pues ya tienen un nuevo proyecto que también les va a apoyar y la colaboración en Adapir, que el día 12, el jueves que viene, pues tendremos ocasión de explicaros con mayor detalle todas las acciones, todo lo que hemos visto y todos los ámbitos que estamos ya tratando en Adapir. Nada más, agradecer la conexión, hemos sido más de 70 hoy conectados, con lo cual yo creo que nuestros objetivos se están cumpliendo. Se terminará el jueves que viene con esta serie, pero sin duda ha sido una muy buena experiencia y agradecer sobre todo a todos los equipos que componen cada proyecto, porque eso, como veis, es una multiplicidad de entidades y de científicos y científicas que están trabajando. Nada más, buenas tardes y hasta el jueves que viene.